Bonjour, ce matin on va parler des activités du mental. Donc on a vu dans les sutras précédents que c'est soit on est dans la maîtrise du mental, à ce moment-là on voit les choses dans leur juste perspective, c'est-à-dire que je suis la conscience dans laquelle le mental et le monde apparaissent, ou alors on n'est pas dans la maîtrise des activités du mental, et là on est identifié aux formes, aux activités du mental. Une fois qu'on a acquis la maîtrise du mental, on n'est pas condamné à maîtriser tout le temps le mental. Une fois que cette vision que je suis la conscience s'installe, elle reste. Ou elle est extrêmement facilement renversable. Donc, il ne s'agit pas de devenir un maniaque du contrôle, il s'agit juste de développer la capacité d'être témoin, de voir avant le mental, c'est-à-dire de voir le mental, de pouvoir être avant le mental, et donc d'être dans cette vision. Et les activités du mental, à cause de la composante ego, ont une tendance à nous attacher. C'est-à-dire que si, quand il se passe quelque chose dans le mental, on a une relation personnelle avec ce qui se passe, personnelle, ça veut dire émotionnellement, alors ça laisse des traces en nous. Et tant qu'il y a ce genre de traces, on n'arrive pas à être vraiment calme et on n'arrive pas à calmer le mental assez pour prendre le contrôle et voir que je suis la conscience. C'est comme l'exemple que je donnais dans la salle de cinéma. Si régulièrement on se tourne vers le projecteur, à un moment donné, on n'oublie plus que c'est un film. Donc ces activités mentales, quelles elles sont? Patanjali dit d'abord qu'il y en a 5 et qu'elles sont porteuses ou non de souffrance. Elles sont porteuses ou non de souffrance parce qu'en soi, une activité mentale, évidemment, c'est neutre. C'est-à-dire que ça ne crée pas de problème. Il va y avoir 2 types de problèmes. Un type de problème, c'est celui que je venais d'évoquer, c'est-à-dire que tendanciellement, les activités du mental conduisent à de l'attachement. C'est-à-dire que si on croit à quelque chose et puis que dans notre vie ça se révèle faux, que ça nous amène à faire des actions qui nous amènent en contradiction avec des événements, ça peut nous créer des problèmes. Et comme tout change, de toute façon, tout ce qu'on se fixe, tout ce sur quoi on se fixe nous déçoit et nous amène à la souffrance. Ces activités, elles sont la connaissance juste, la connaissance erronée, l'imagination, le sommeil et la mémoire. La connaissance juste, c'est basé sur l'observation directe. Donc quand on a une expérience directe de quelque chose, c'est le meilleur moyen d'acquérir de la connaissance juste. Mais il faut quand même être conscient que nos sens peuvent nous tromper, ils sont très limités. Et donc on a tendance après à surinterpréter l'expérience. Quand on fait une expérience, on peut garantir qu'on a fait l'expérience. Par contre, on ne peut pas expliquer l'expérience. On ne peut pas comprendre tout ce qu'il y a derrière l'expérience. Ensuite, il y a l'inférence, c'est-à-dire la déduction logique. Par exemple, on peut savoir que l'essentiel du Soleil est fait d'hydrogène, avec un peu d'hélium et d'autres substances, mais disons, on sait que la grosse masse du Soleil, c'est l'hydrogène. C'est pas qu'on est allé sur place prélever des échantillons. C'est la déduction logique. Donc ça, c'est valable. Et puis, quand un sujet est complexe ou inaccessible pour nous, on peut faire appel à des experts, c'est-à-dire que le témoignage valable, c'est aussi un moyen d'acquérir de la connaissance juste. Là, évidemment, il faut être très très prudent parce qu'il y a peu de gens qui sont vraiment compétents. Donc là, la confiance, elle doit avoir toujours une limite. Si vraiment on veut savoir, il faut faire le travail nous-mêmes. Mais pour se mettre en route, c'est utile de faire appel à un expert qui sait mieux que nous dans un domaine ou un autre. La connaissance erronée, on fait une expérience et puis en fait on l'interprète faux. L'exemple classique, c'est dans la pénombre, il y a une corde et puis on voit un serpent. C'est la connaissance fausse. Et puis une autre activité, c'est l'imagination. Donc là, c'est un échafaudage intellectuel sans lien du tout avec la réalité. Donc ça, c'est les activités mentales, connaissance fausse, juste imagination, qui sont
évidente. Ensuite, il y a le sommeil profond, le sommeil. Dans le sommeil, le mental, il est comme en suspension, ou bien il reflète l'idée du néant, mais il n'est pas transparent, il n'est pas actif, éveillé et transparent, c'est-à-dire qu'il ne permet pas de refléter la conscience pure. Donc c'est une activité qui nous endort, et le grand sommeil, c'est justement de ne pas voir que je suis l'âme, que je suis cette conscience source. Et le dernier, c'est la mémoire, c'est une activité assez subtile, mais la réminiscence du passé, c'est aussi une activité. Et donc, on doit aussi être dans la maîtrise de celle-ci. Voilà pour les activités du mental. Comment on prend le contrôle des activités du mental? Évidemment, c'est difficile, parce que le mental, quand il n'est pas dompté, il part dans tous les sens. Mais il n'y a pas de miracle, c'est avec l'outil principal qu'est le souffle, beaucoup de travail, beaucoup de travail, beaucoup de travail, et sans attachement. C'est ce qu'on va voir dans l'épisode d'après.